Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne La Section du PS Paris 18e pour un petit stream à la cool en direct de Blois. Nous sommes actuellement à La Scaletta, petite pizzeria restaurant où nous avons eu aujourd'hui tout à l'heure notre pot de la Fédération de Paris et bien voilà, après ce pot on a décidé de faire une petit live table antenne libre finalement aux militants de la section et de tout Paris qui voudraient s'exprimer, et j'ai la chance d'avoir deux camarades du 11e arrondissement qui sont ici, Paul Cruz et Émeric de Tarlet. Voilà, et l'idée c'est un peu comme ça de discuter calmement de politique, d'actualité, de Blois aussi, de ce que vous avez vu et ce que vous avez fait à Blois. Voilà. Du coup, déjà, comment ça va ? Ça va super bien, une excellente édition des universités d'été, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. C'est un vrai bonheur de se retrouver chaque année, et cette année c'était vraiment une édition très réussie, je pense. Beaucoup parlé d'Europe, beaucoup parlé d'international, il y a les élections européennes qui arrivent l'année prochaine. C'était important qu'on en discute tous. Notre premier secrétaire Olivier Faure a fait un discours qui était très marqué européen il y a quelques heures, et c'était un vrai bonheur de l'entendre s'exprimer sur ces sujets. Donc on avait notamment la présence de Raphaël Glucksmann, qui est en train d'intervenir en ce moment même sur une table ronde sur l'Europe. Il est intervenu plusieurs fois ces 3 derniers jours. Donc une excellente édition de Blois, en tout cas pour ma part. Alors moi je rejoins totalement Paul sur cette question. Effectivement, on a souvent, quand on a des fonctions politiques, quand on fait de la politique, on a souvent tendance à rester dans des endroits cloisonnés. On reste dans sa mairie, dans son parlement, dans son conseil départemental ou alors dans sa section. Blois, c'est l'occasion de retrouver des socialistes de Paris, comme on vient de l'avoir au pot, mais surtout des socialistes qui viennent de toute la France, qu'on n'a peut-être pas l'occasion de rencontrer. Et pour moi, c'est la première force du Parti socialiste, c'est son ancrage local. Un ancrage local qu'aucun parti de gauche n'a. Et aujourd'hui, je pense qu'on a un point crucial dans ma courte histoire personnelle du Parti socialiste. On a un Parti socialiste qui est crédité à 10% dans les sondages aux européennes, ce qui est 10 fois plus de notre score à la présidentielle, près de 10 fois plus. Donc c'est le moment de se ressaisir. Et les élections européennes, historiquement, ont toujours été favorables au Parti socialiste, à la construction de partis. On sait quel impact ont eu les Verts aux dernières élections européennes, au pluriel, parce que ils ont fait aussi plus de 10% il y a 20 ans. Donc aujourd'hui, on est à la fois le plaisir de retrouver des militants de toute la France, mais aussi bâtir un nouveau projet socialiste via ces élections européennes, et donc avec Raphaël Glucksmann et d'autres. C'est vrai que l'actualité des élections européennes a un petit peu agité toutes les universités d'été, que ce soit chez les écologistes, chez les communistes, chez les insoumis, avec la présence hier de Ségolène Royal qui a est venu un petit peu mettre le feu avec ses déclarations prêtes à mener une liste unique, une liste commune. Quelle est selon vous l'attitude que doit avoir le Parti socialiste dans cette période pour porter une vraie position forte sur cette question européenne? Sur les thèmes de campagne, par exemple ? Sur les thèmes de campagne, sur la stratégie politique aussi, parce qu'actuellement... Sur les thèmes de campagne, je pense qu'il y a plusieurs choses qui se dessinent. C'est que les élections européennes vont se passer dans un contexte c'est la première fois que les élections européennes vont se passer avec un tel contexte de guerre sur le continent européen. Donc je pense que les questions de défense vont obligatoirement être un thème de campagne qui va être fort et que les socialistes vont se saisir. C'est un thème qui va nous apporter la crédibilité. C'est un thème qui est important pour beaucoup de gens. Je pense qu'il va falloir insister sur le fait que l'Europe, c'est aussi un instrument de protection, non seulement pour ce thème de défense européenne, mais aussi pour le pouvoir d'achat des Français, pour tout ce qui est sécurité sociale. Je pense que c'est des thèmes que les socialistes vont devoir se saisir dans cette campagne. Donc une Europe progressiste, une Europe qui est aussi inclusive, une Europe qui protège. Je pense que c'est 3 scénarios qui peuvent fonctionner et des narratifs dont on devrait s'emparer. J'ajouterais que dans un contexte de monde post-occidental où maintenant on a une menace sino-russe qui se fait de plus en plus forte, un empirisme américain qui se fait aussi parfois par rejet. On a aujourd'hui, on a fêté les 20 ans du discours de Dominique de Villepin à l'ONU. Je ne pense pas que la France partage l'entièreté des positions américaines en matière de défense, en matière de sécurité, en matière de diplomatie internationale. Et c'est aussi à nous de construire ce projet. J'aimerais par ailleurs, parce qu'on fait de la politique, pas pour être contre tout le temps, féliciter l'initiative d'Emmanuel Macron qui a été faite il y a 1 an et demi de créer la communauté politique européenne en intégrant des pays au sud de l'Europe, au nord de l'Europe, en élargissant un petit peu l'OTAN pour justement montrer aussi qu'on a un destin commun entre Européens, un destin
qui est pas forcément on dit harmonieux. Non, il y a des Européens catholiques, il y a des protestants, il y a des musulmans, il y a des Européens du Sud. C'est pas forcément exactement les mêmes ethnies. L'Europe est déjà un continent divers en soi, et c'est à nous aussi. Pendant ces élections européennes, de parler de la richesse de notre vieux continent et d'amener des thèmes de campagne. Pourquoi pas le fédéralisme, thème longtemps cher aux socialistes, et aussi pour ne pas être dans cette stratégie politicienne qu'on a pu voir aux législatives où finalement les thèmes politiques n'avaient pas de place par rapport au rapport de force et aux élections en tant que telles. Oui, je pense qu'il y a un vrai besoin et une vraie demande de revenir sur le fond, avoir des batailles d'idées, des positionnements. Je pense que les gens ont envie d'avoir une opinion sur le nucléaire, sur les énergies renouvelables. Les gens ont envie d'avoir des idées claires sur la Russie, sur la politique de défense. Je pense que les Européennes, il va falloir qu'on redonne de l'importance au débat des idées, au débat de fond. Je pense qu'il y a un vrai besoin au sein de la société pour ça, pour donner aussi sa qualité au débat démocratique. Et est-ce que finalement, selon vous, ces élections européennes, si tel que ça semble être parti, on part sur des listes autonomes de la part des différents partis de gauche, ce n'est pas aussi l'occasion justement de remettre en avant les différents clivages historiques qui existent entre différentes catégories de la gauche, notamment d'un côté la gauche socialiste, la gauche insoumise, qui ont des points de vue très différents sur des sujets. Vous avez abordé sur la question de la défense, notamment la question de l'Europe de la défense, qui est un sujet très clivant, et on sait que Jean-Luc Mélenchon a toujours été fermement opposé à l'Europe de la défense. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de finalement dépasser finalement un peu ce que la NUPES a créé, c'est-à-dire une forme d'uniformisation idéologique qui pouvait un petit peu apparaître avec ce texte commun et finalement cette obligation de consensus finalement, pour redonner finalement de véritables boussoles aux électeurs de gauche pour savoir comment se positionner. Si vous me permettez, je vais essayer une petite métaphore. Je viens de célébrer le mariage de mon meilleur ami hier en mairie, et dans le code civil, il est indiqué quand on fait un enfant, quand on épouse quelqu'un, on doit se jurer une protection mutuelle. Et je vois l'Europe un petit peu comme ça, et c'est pour ça j'ai personnellement des écarts avec la stratégie de la France insoumise. Finalement, l'Europe, c'est un bébé socialiste, c'est notre enfant à nous, et aujourd'hui, on voudrait jeter le bébé avec l'eau du bain, on voudrait s'en séparer, sans poser les bonnes questions, ou pire, en pensant qu'on puisse faire une Europe à la carte, une Europe de l'opt-out. Sauf que l'Europe de l'opt-out, c'est aussi une crédibilité de l'Union européenne qui est perdue. Donc l'Union européenne est justement un sujet socialiste par essence, et Paul va le détailler, mais c'est l'occasion ou jamais pour le Parti socialiste de reprendre son indépendance, son autonomie vis-à-vis de la gauche, et aussi de montrer toutes ses qualités. Et c'est pour ça que les derniers sondages sont pour nous une belle aubaine. Et en voyant ces sondages, je me demande pourquoi certains socialistes parlent encore d'union avec LFI possible. L'union ne servirait pas le Parti socialiste, aussi bien sur le fond que sur la forme, contrairement à la NUPES. Donc pour moi, l'indépendance de la liste est de fait, et je ne vois pas d'argument très fort pour aller contre cette union. Oui, moi je pense qu'effectivement, ces élections européennes sont peut-être le moment de réaffirmer notre identité européenne. Ça fait quand même partie de l'ADN du Parti socialiste. Et donc la NUPES est encore un canal. Et je pense que c'est cette agora, cette assemblée que nous avons tous avec nos partenaires, il faut qu'on arrive à les convaincre que l'Europe, en fait, est quelque chose d'extrêmement positif et dont nous avons tous besoin. Donc nous, je pense que c'est notre mission en tant que socialistes de convaincre nos partenaires que l'Union européenne est une bonne chose, qu'on peut l'améliorer, on peut changer des choses, mais qu'il faut absolument garder le projet européen au cœur de l'ADN de la gauche. Mais est-ce que quand même, il n'y a pas malgré tout dans le positionnement du Parti socialiste très pro-européen, une position d'europhile qui parfois se matérialise par une position un peu d'euro-naïf. C'est-à-dire qu'on peut tout attendre de l'Union européenne telle qu'elle est sous sa forme actuelle, dans ses traités actuels, avec aussi quand même, l'Union européenne a beaucoup déçu. Elle crée aussi des tensions et participe à une forme de déconnexion entre une certaine forme d'élite et les populations, les classes populaires. Est-ce que finalement le PS, par cette position très europhile, ne rentre pas finalement dans ce jeu-là qui le dessert? Alors moi je ne suis pas d'accord avec le terme d'euro-naïf. Je ne pense pas que ça s'applique au Parti socialiste qui a toujours su proposer des réformes à l'Europe, qui a toujours su s'inscrire dans des... il suffit de voir à quel point nos députés européens, et je prends par exemple Christophe Clergeau qui a commencé son mandat député européen en juin dernier à la suite d'Éric Andrieux, en fait s'oppose à de nombreux points de la doctrine néolibérale qu'adopte parfois l'Union européenne. Je ne pense pas que nos députés européens socialistes aient peur de dire qu'ils veulent
changer l'Europe. Donc je ne considérerais pas que les socialistes soient euronaïfs. Par contre, europhiles, ça oui, je revendique moi en tant que socialiste complètement le terme d'europhile. Euronaïf, non, par contre. On a besoin de l'Europe, quitte à en changer certains points, à proposer des réformes, pourquoi pas. Mais oui, je pense que europhile, mais pas euronaïf. J'aimerais rappeler quand même à cet égard que le Parlement européen est le plus représentatif de tous nos parlements. Le scrutin proportionnel en un tour fait que toutes les sensibilités sont exprimées à partir de 5%. Alors on pourrait peut-être aller plus bas et c'est une question qu'on pourrait avoir avec Étienne Chouard ou d'autres personnes de ce type, mais le Parlement européen est représentatif. Donc si l'Europe est libérale, c'est que les gens votent pour une Europe libérale. Et finalement, en fait, sauf à ne pas être démocrate, on n'a pas à regretter, on peut le regretter personnellement pour ses engagements, mais le seul remède, le seul antidote, c'est de militer en France et dans l'Union européenne pour justement avoir une autre Europe. Jacques Delors en parlait, il disait que cette Europe libérale allait mourir. Et aujourd'hui, effectivement, le vote Macron, le vote de droite traditionnel, ALE au Parlement européen, sont dans cette optique. Mais finalement, c'est la démocratie qui gagne, donc c'est à nous de la changer. Et j'ajouterais qu'on a d'autant plus besoin encore de la gauche au Parlement européen qu'on assiste à quelque chose d'assez inédit au Parlement en ce moment. C'est une alliance entre la droite et l'extrême droite. Assez surprenante, ouais. C'est surprenant. Oui, qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent aussi forte. Donc on a d'autant plus besoin d'avoir un parti socialiste fort au Parlement européen et une gauche unis sur la plupart des thématiques qui nous sont chères. Mais est-ce que l'Europe, dans l'Union européenne, on va dire, sous sa forme actuelle et sous ses traités actuels, qui sont quand même des traités qui laissent une grande part au néolibéral, mais notamment, je vais prendre un exemple qui est peut-être le plus criant, c'est sur les questions de concurrence. On sait que la DG Concurrence à l'Union européenne est très forte, voire trop forte, et voire remet en question notre modèle de service public à la française, notamment avoir la pression qui nous est mise notamment sur la question du monopole des barrages hydroélectriques, qui a été un grand sujet. Comment, nous, en tant que socialistes, on peut finalement lutter sur ce modèle-là, sachant que, historiquement, il faut quand même se rappeler que le PS français, par l'incarnation de Jacques Delors notamment, a fait partie des premiers constructeurs du modèle européen tel qu'on le vit actuellement. Je pense que Aymeric a raison de louer le Parlement européen et je pense que nous, socialistes, on pourrait militer pour un renforcement du rôle du Parlement européen. On peut discuter beaucoup de choses. On peut discuter par exemple du passage à la majorité qualifiée pour la prise de décision d'un certain nombre de sujets. On peut discuter peut-être aussi du mode de désignation de la Commission européenne. Est-ce qu'on ne pourrait pas introduire une forme d'élection pour les commissaires européens? Il y a beaucoup de choses, je pense que les socialistes ne doivent pas avoir peur de débattre et je pense qu'effectivement du côté du Parlement européen, il y a une piste. Alors moi, je vais faire une réponse pas de Normand pour le coup, mais c'est vrai qu'en matière de manque d'harmonie en Europe, on est bien servi. C'est-à-dire que quand on voit des impôts sur les sociétés qui sont à 13% en Irlande et à 25% en France, on se dit qu'il y a un écart. Sauf que si on regarde dans le détail, et le diable est souvent dans les détails, qui disait ça, Guitry, mais le diable est dans les détails, finalement les GAFAM, elles ne payent même pas les 13% d'impôts en Irlande, elles en payent 1%. Donc c'est-à-dire que effectivement, l'Union européenne pose des problèmes. Mais cette mondialisation, d'un sens général, pose des problèmes. Effectivement, un impôt sur les sociétés de 12% d'écart pour des pays qui sont quand même géographiquement proches, ça pose des soucis. Mais finalement, les optimisations fiscales des entreprises comme les GAFAM ou autres posent d'autres soucis. Donc finalement, notre réponse doit être double au niveau européen. Et effectivement, on doit aller vers plus d'harmonie des pays, vers plus d'harmonisation. Et cela, je pense que le discours socialiste y répond depuis toujours. Donc, mais est-ce que cette harmonie est possible? Franchement, avec des pays, sachant qu'il y a des pays qui profitent, en Europe, au sein de l'Union européenne, qui profitent de ce manque d'harmonie pour en tirer des avantages compétitifs. Les premiers à l'avoir fait et les ont rendus les plus forts en Europe, c'est les Allemands, dans les années 2000. Aujourd'hui, on a des pays comme les Pays-Bas, parce que quand tu parles de l'impôt sur les sociétés à 1%, c'est aussi la stratégie du sandwich néerlandais. Ils utilisent à peine néerlandais, c'est pas pour rien. Voilà. Donc, finalement, à qui profite le crime? Je vais répondre très sincèrement. Est-ce qu'un Breton au XIVe siècle s'imaginait devenir français un siècle plus tard avec le mariage d'Anne de Bretagne et de François Ier? Finalement, on a toujours du mal à anticiper les évolutions qui sont rapides. Est-ce qu'un Polonais au début du siècle s'imaginait parler anglais un siècle plus tard? Je crois pas. Je crois que les évolutions parfois nous dépassent et que le politique suit parfois plus les évolutions que ne les crée. Et finalement, ce destin de l'Europe, je pense qu'il est souhaité quand les Européens se rencontrent, quand on leur laisse la chance. Moi, je reviens d'un interrail aujourd'hui où j'ai rencontré une quinzaine de nationalités, fait une dizaine de pays. Finalement, quand on va sur le territoire, on a un sentiment commun, on a une histoire commune, on est des latins, on est des slaves, et ça c'est pas rien, c'est quand même une histoire commune qui est exceptionnelle en Europe. On est le continent avec certes le plus de guerres, mais aussi le plus de langues, avec les histoires souvent les plus disputées. Donc
il y a cette nécessité-là, et si on va vraiment sur les couches populaires, les gens demandent de l'harmonie. Et reste aux élites, en fait, d'aller contre leurs intérêts pour aussi créer cette harmonie fiscale qui, je pense, est la condition sine qua non pour la survie de l'Europe. Complètement d'accord. Alexander, tu veux bien parler? Je te laisse ma place. Allez. Merci d'avoir invité la Merci. section du 11e. Avec grand plaisir. La section du 11e vous remercie. Avec grand plaisir. En plus, on va être une thématique Europe parce qu'en plus, là, on a. Bah, Olivier, viens avec nous. Si tu veux venir. Je ne saurais pas pourquoi. Tu veux venir? On est en stream, et voilà, c'est le principe. C'est le principe. Oui, bah oui, t'inquiète. Soit tu veux venir parler, soit tu te restes derrière l'ordi comme tu veux. Bon, alors là, on a un fervent européen qui, en plus, je pense le montre d'autant mieux, PSE militant. C'est quelque chose quand même, même nous en tant que socialistes français, et j'ai un peu un sentiment que c'est un peu... J'ai le sentiment que c'est un peu pareil quand même dans les autres partis socialistes européens, que le Parti socialiste européen en tant que tel est un parti dont on parle très peu, dont on connaît assez peu l'organisation, on connaît assez peu son mode de fonctionnement et son apport réel pour les partis socialistes. Quel est, toi, ton sentiment par rapport à finalement cet écart qui peut exister entre le PSE et les partis socialistes dans les différents pays? Alors, rien d'étonnant à ce que ça soit ce sentiment général qui préexiste ou qui existe, parce que beaucoup des partis qui composent le PSE ne sont pas forcément à la pointe d'avoir quelque chose de totalement intégré. La nature même du PSE correspond beaucoup à la nature même de l'Union européenne. On peut faire des analogies ou des correspondances, c'est-à-dire que la nouveauté, ça a été cette espèce, généralement on parle de processus sui generis, c'est un truc qui commence à exister, un processus en cours, et de la même manière, les militants PSE, c'est quelque chose de relativement récent, c'est 2006, où sous l'impulsion de Poul Nyrup Rasmussen, qui était alors le président du PSE, qui a voulu, à côté de la confédération de partis, parce que c'est comme ça qu'est la nature réelle du PSE, c'est une confédération de partis qui se rassemblent et qui sont le SPD. Il y en a combien de partis dans le PSE? 33. 33. Il y a plus des partis associés, plus on a des partis israéliens, des partis turcs qui sont partis observateurs ou associés. Puis parfois, il y a même des pays où il y a deux partis socialistes. Typiquement, le plus évident, c'est la Belgique, pour des questions linguistiques, mais pas que linguistiques. Espagne? Il y a eu des... non, le PSC n'y est pas. Ok. Ou de manière marginale, parce que si, il y a des camarades qui sont catalans et qui y sont. Mais voilà, il y a cette réalité-là. Et puis, donc en 2006, ça a été lancé les militants du PSE, qui ont connu un processus pas linéaire. C'est un truc qui se fait et qui s'intègre, ou commence à exister dans les partis membres, des gens qui décident d'apporter une dimension européenne à leur militantisme. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Ça a été très poussé en France, ça s'est perdu, ça a été très poussé en Roumanie, c'est plus ou moins comme ça. C'est inégal d'un parti membre à l'autre, d'un parti frère à l'autre, suivant comment est-ce qu'on regarde, si on regarde depuis la France ou depuis l'Europe. Moi, ma lunette à moi, c'est une lunette européenne, donc je regarde de l'Europe vers les États membres, et donc du PSE vers les partis membres. Et il y a de tout. Le PS français est plutôt entre guillemets, j'ai envie de dire un bon élève de l'intégration européenne. C'est-à-dire que on n'a jamais eu vraiment les socialistes français, quand je les compare avec les autres socialistes européens, ça leur paraît presque aller de soi qu'il y a une structure européenne, on la méconnaît. C'est ce que tu as dit.
mais on n'est pas hostile à une intégration Mm. poussée. On est presque prêt à l'idée que oui, il y a un président du PSE et puis que ça serait bien d'ailleurs si on le démocratisait un peu plus, si il y avait un peu plus d'action, s'il y avait plus de visibilité, plus d'actions d'actions européennes communes. Mm. C'est un peu notre tendance en France, ça va être ça. Et ça a été communément partagé par toutes les directions nationales, aussi loin que je remonte, et même quelque part, on peut dire que, on va faire un peu de chauvinisme, mais c'est aussi un peu beaucoup à l'instigation du PS français en 2004, au moment où il y avait un choix à faire entre les deux directions, entre Amato et Rasmussen, que le PS français a poussé à l'élection de Rasmussen en encourageant cette conception d'un mode d'organisation qui favorise l'intégration, qui favorise le militantisme européen directement. Après, d'une présidence à l'autre, avec les années faisant, les gagnants ou perdant les élections, ça fait que voilà, il y a des cycles où il y a eu des phases plus d'intégration poussée, très allante, le drapeau déployé, tout ça, et des phases où bon, c'est plus compliqué, où on enregistre des défaites, donc tout de suite, il y a moins d'allant. Mm. Et aujourd'hui, quels sont quels sont pour toi un peu, comment dire, les pays, enfin les partis socialistes de différents pays qui sont plus hostiles à l'intégration, plus favorables à l'intégration? C'est quoi un peu les clivages géographiques? Moi, j'ai une autre qui question existent? aussi qui va aller, qui va aller en même temps. C'est quoi, tu vas répondre à deux questions en même temps. C'est quoi les rapports de force actuellement, aussi droite-gauche, pour les prochaines élections quelle est la marge de progression qu'il faudra atteindre en fait? Voilà, alors pendant que nous parlons, il y a des ateliers qui se tiennent. Paul, juste avant moi, les a évoqués. Et avec des gens éminents, puisqu'on a nos députés européens. On va pas tarder à y aller d'ailleurs. Nos députés européens, que ce soit Éric Andrieux, Sylvie Guillaume, Nora Mebarek, Christophe Clergeau, Aurore Lalucque et Raphaël Glucksmann, qui sont en train de parler et d'évoquer la chose. Et on imagine bien que c'est entre autres parmi ces gens-là qu'il y aura notre liste ou une partie de notre liste pour l'élection. Il y a dans la... Alors je vais répondre à la question de Léo d'abord. On sent qu'en Scandinavie, ils sont pas très chauds à une intégration plus poussée. À l'image du pays en général. Et c'est pour ça que je disais, bien souvent d'ailleurs en campagne électorale, parce que j'ai été 3 fois candidat aux élections européennes, à chaque fois je vends le fait que nous, socialistes européens, nous sommes authentiquement européens, pas parce que on fait des grands effets de manchette et qu'on explique qu'on est pour l'Europe, comme peuvent le faire certains, et notamment Macron. Donc c'est une espèce d'européisme de tribune. Les socialistes, la famille de pensée socialiste européenne, elle est très à l'image de son continent, c'est-à-dire avec des réticences, avec des questionnements, avec donc on est nous-mêmes traversés par ça, mais on a cette réalité-là. C'est-à-dire que si vous allez on a des socialistes présents à Chypre, on a des socialistes présents en Scandinavie, en France, en Espagne, enfin voilà, partout. Ce qui n'est pas le cas de toutes les familles de pensée. Et dans ce dialogue, dans le dialogue résultant de cette présence continentale, à l'image des réalités politiques des continents et des préoccupations liées aux géographies, aux intérêts économiques, etc., il y a ce dialogue qui existe aussi dans la famille socialiste. Avec le bémol que nous sommes socialistes et que donc on travaille, on se reconnaît comme étant frères en humanité, frères en militantisme, tout ça, et que donc on va aller chercher à arrondir les angles. Mais nous sommes, nous aussi, traversés par ça, tempérés par notre internationalisme, par notre un européisme qui serait une traduction européenne d'un internationalisme qui est à renouer parce que, par ailleurs, l'internationalisme, d'une manière générale, et l'humanisme d'une façon plus globale encore,
est bousculé, travaillé par les extrêmes droites et les nationalismes, les chauvinismes, tout ça. Hein. Mm. Voilà. Donc ça c'est la réponse pour Léo. La réponse pour Olivier, on sent qu'on est dans un moment de bascule au niveau. Moi, sur les européennes, il n'est pas clair que. Enfin, on sent la tentation de la part de la droite conservatrice démocrate chrétienne d'aller à chercher ailleurs les majorités que avec là où ça se faisait habituellement, c'est-à-dire dans une espèce de compréhension gauche-droite d'un intérêt supérieur européen D'accord, qui permet d'avancer, il y et a- que donc de plus en plus c'est en train de se politiser et de se radicaliser et de glisser. Il y a un enjeu NUP de droite à l'échelle du Parlement européen, en fait. Je ne prends pas des termes comme ça parce que ça ne correspond pas à grand-chose. Mais par contre, non, il y a la tentation de faire sauter les digues pour avoir une majorité. Et à l'image de ce qui a pu se passer en Suède ou en Finlande, où, très paradoxalement, les socialistes gagnent les élections, se renforcent même au moment des élections. Donc ils sortent premiers dans les résultats. Mais par contre, la conjonction droite plus droite extrême, extrême droite, permet d'être plus fort que les socialistes. Et donc on a des élections, une série, là la dernière volée d'élections, Espagne. et l'Espagne est un peu approchante. On n'est pas loin, mais assez paradoxalement et de manière ignorée des Européens, parce qu'ils sont dans un prisme national, ils ne voient pas qu'en fait il y a des analogies ou des mouvements qui traversent, qui balayent comme ça tout le continent. La vague des défaites des années 2000, après 2002, il n'y a pas que en France. Les défaites 2012, il n'y a pas que en France. D'ailleurs, il y a. Et comment l'expliquer? Défaite 2012. Comment Pas expliquer? 2012, 2017. 2017, pardon. Mais 2017, ouais, non, mais C'est vrai qu'Hollande, on peut Non, poser la non, question non, parfois, non, mais non, mais justement, en 2017, ah, mais c'est une vraie question. même pas 4 mois après nos propres élections et la débâcle, Hmm. aux Pays-Bas, c'était la débâcle aussi, et en Finlande, la candidate à l'élection présidentielle avait fait 3,5. Hmm. Sauf que, quelques mois plus tard, ils ont réussi à remonter. Donc, on est souvent obnubilé, on est enfermé dans une myopie nationale, à mon sens, qui nous empêche de voir ou de connaître ce qui existe ailleurs. Tous les ans, les élections, c'est des mini. Enfin, tous les ans, tous les 4 ans, les 5 ans, 6 ans. 5 ans, les Tous les élections 5 européennes. ans, c'est l'impression que c'est des mini présidentielles. Enfin, c'est complètement nationalisé. Il y a une Là, déformation. on parle de battre Macron, de battre Le Pen, sauf que ça n'a aucun sens à l'échelle européenne, en fait. En 2018, déjà, Mélenchon, il avait fait campagne lors des européennes post-Macron comme le 3e tour contre Macron. Bon, Donc- ça lui a pas marché, mais. Donc, il y a cette réalité-là Mm. qui est concomitante, vraiment qui existe avec un univers parallèle qui est celui de l'Union européenne, du Parlement européen, des priorités qui sont celles au niveau européen. Et donc, ça donne quelque chose un peu une espèce de dichotomie bizarre ou une surimposition de deux mondes pas tout à fait avec nous qui servons de passerelle entre les deux, mais avec un côté, quand on est avec un prisme européen, de trouver que les scènes nationales quand même sont très pauvres J'ai- en J'ai termes de j'ai débat. une question qui est un peu rock'n'roll, un peu rentre dedans, mais je vais mettre les pieds dans le plat. On a eu il y a quelques mois un mini scandale, enfin un gros scandale avec une ancienne présidente de groupe socialiste, Vice-président du Parlement. vice-présidente du Parlement. Ouais. Ça nous a fait mal, ça, au niveau européen. Les gens s'en souviennent. Est-ce que ça, on va faire le ménage? Le ménage est en cours. Le ménage est en cours. Non, mais le ménage est en cours. Et ça. Enfin, et de manière très nette, le Parlement européen s'est exprimé pour être, avec des levées d'immunité, avec tout ça. Donc,
paradoxalement, c'était compliqué. Et il fallait des grosses batailles pour arriver à faire lever l'immunité d'un Jean-Marie Le Pen quand il disait. Ah, c'est sûr, hein, ou quand t'as euh, Darmanin qui va pas machin en ce voilà. moment, alors que nous, on y va, tu vois, Donc on il y a assume. ça. Pour notre famille, il n'y a pas s'il y a des brebis galeuses, très vite, la réaction est très ferme. Et, euh, ça, mais c'est des comportements qu'il ne faut pas accepter et tolérer. Et ça, oui, ça fait du mal, mais ça fait du mal à notre famille, ça fait du mal Politique en général. d'une manière générale, parce que ça vient accréditer le tous pourri machin. Euh, le tous pourri machin, par ailleurs, j'oublie pas moins que les assistants parlementaires au Parlement européen du Front National. Mm. Voilà, donc il y a les premiers à hurler contre dans une espèce d'antiparlementarisme européen, et dans une matinée d'anti-européisme, enfin, on met comme on veut dans l'ordre, mais ils sont les premiers à en être les auteurs aussi. Mm. Mais pour moi, militant, ce qui importe, c'est d'arriver à faire que dans les mois qui arrivent, là, on montre le sérieux avec lequel notre famille de pensée aborde l'élection, d'arriver à mettre en avant les réponses aux questions que se posent les Européens et qui se posent aux Européens de facto. Je dirais là, nous avons la guerre strictement directement à notre porte. Mais il y a des faux débats ou des débats complètement chers. Qui a mesuré qu'il y avait plusieurs millions de réfugiés ukrainiens en Pologne, en République tchèque, et nous, on ne le voit pas en France, depuis la France, parce que la France n'a accueilli que 100 000 réfugiés. Mais quand on accueille 100 000 réfugiés, on est dans une dynamique européenne où ça ne pose pas débat. Alors que accueillir 3000 migrants qui viendraient de l'Afrique subsaharienne, ça y est, on se roule par terre en mode la France n'est plus la France. Voilà, il y a ce genre de choses-là. Moi, je me dis, il y a quand même des vrais sujets vraiment qui courent sur l'ensemble du continent. Déjà, à l'élection européenne précédente, Frans Timmermans avait essayé de mettre en avant la question du logement. Parce qu'en réalité, cette question du logement, on croit qu'elle est nationale, mais pris isolément, pays par pays, en réalité, c'est une question qui se pose. Il n'y a pas besoin d'aller très loin, Italie, Espagne, voilà. C'est quoi là, les leviers de l'Europe là? C'est injecter de l'argent dans des programmes? C'est arriver à faire en sorte que les gens arrivent à se loger avec leur salaire. Ouais, mais concrètement, l'Union européenne peut faire quoi pour ça? L'argent. Non, des programmes, oui, des programmes de soutien. Même si tout ça, évidemment, à chaque fois, on met la question des compétences dedans en disant ça ne fait pas partie des compétences. Non, il y a plein de choses qui ne rentrent pas dans les compétences. On voit des tas de. Tu traverses la France, tu as des tas de projets soutenus par l'Union européenne, je sais pas, des routes, des machins. Pas tant que ça. Et quand ils sont mis, ils sont tout petits par rapport à ce que tu peux voir ailleurs. Dire, la moindre gare en Slovénie arbore les trois drapeaux. Le drapeau slovène, le drapeau européen et le drapeau de leur région. Et ça, c'est des choses que nous, on ne voit pas, sauf sur nos lycées. Mais c'est vraiment un des grands enjeux. Et c'est ce qui a été le commencement de l'interrogation sur qu'est-ce que c'est que le PSE. Le premier reproche que font les Français à l'Union européenne, on ne sait pas, on ne connaît pas. C'est un déficit de connaissances. Et là-dessus, nous avons une responsabilité. Enfin, l'Union européenne en a une, c'est se faire connaître, mieux se faire connaître. Pour moi, en tant que militant, nous avons une responsabilité militante qui est de faire connaître nos partis frères, les autres quand ils sont ailleurs en Europe. Elly Schlein en Italie,
Évidemment, Olaf Scholz, mais Mette Frederiksen quand c'est le Danemark. Voilà, il y en a tellement d'autres. L'EDEC à Chypre, le SAP en Suède, le SDP en Finlande. Bref, parce que c'est nous. Là, pour le coup, on connaît Sanna Marin, quelques-uns. Voilà. Mais pas tant que ça, insuffisamment. Lorsque l'on cherche à illustrer notre propos sur les questions européennes, on devrait beaucoup plus mettre en avant les expériences positives qui ont été faites par des camarades, par des socialistes ou des sociaux-démocrates dans leur pays. Et ça, je trouve qu'on le fait insuffisamment. Et c'est vraiment, c'est vraiment très curieux parce qu'il n'y a aucune raison. Ça fait partie de notre hubris de socialistes normalement de regarder d'aller chercher les expériences qui marchent bien ailleurs, d'être critique. On est des gens de progrès, donc on veut toujours améliorer. Qu'est-ce qui nous interdit voulant améliorer la situation dans notre pays, d'aller chercher des expériences qui fonctionnent bien ailleurs?